Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase. Bonjour Philippe Noni. Bonjour Philippe Subercase. Bonjour Diego. Bonjour. Alors, les émissions se suivent et ne se ressemblent pas. Après avoir parlé de religion, après avoir eu le général Latin la semaine dernière, là, cette fois-ci, on va partir en Espagne. C'est vrai, après avoir parlé de Lourdes, après avoir parlé de Dien Bien Phu. Dien Phu, voilà. Aujourd'hui, on va parler, vous savez que c'est le 40e anniversaire de la mort de Franco, donc ancien dictateur en Espagne. Et on a aujourd'hui deux invités exceptionnels dans le studio. Donc on a Diego, qui n'est pas là aujourd'hui en tant que chroniqueur, voilà. parce qu'il aurait du mal à chroniquer, à avoir écrit, c'est difficile, quoi. Et on a également Pierre Domangès. Bonjour. Qui est très connu ici. Qui maintenant est le bienvenu et qui vient aussi. C'est pas plus qu'il est bienvenu, il est chez lui ici. Il est chez lui régulièrement. Voilà, Pierre Domangès qui est une personne absolument exceptionnelle et voilà, et je le pense. Voilà, qui donc est directeur. Bonjour Pierre, vous allez nous rappeler. À la GESP à Tarbes. À la GESP. Oui, directeur artistique de la SMAC, la GESP à Tarbes. Voilà, donc scène internationale, donc c'est pas rien. Mais aujourd'hui, c'est pas ce titre-là qu'on a invité d'un jour à livrer un auteur, ainsi que Diego, c'est par rapport à la littérature. On vous reçoit donc par rapport à la mort de Franco, tous les deux pour 2 livres parus aux éditions Arcane 17. Franco la Muerte pour vous, Pierre Domangès, et pour Diego Arrabal, Jour de colère. 2 livres qui se situent donc dans l'époque franquiste. Alors on va lire les 2 quatrième de couve. On va commencer par Franco la Muerte, par Pierre Domangès. Novembre 1975. Le caudillo meurt de sa belle mort, dans son lit en toute impunité. Janvier 2015. L'idée jaillit de célébrer l'anniversaire de Franco de Porc pour les 40 ans de sa mort. 40 ans. Si le temps a passé, la détestation est intacte, inscrite au plus profond de notre ADN. Et l'envie d'écrire est immédiate. Franco, les Garots, les Fachos, les Bigots, les Toubibs, les courtisans, les Cocos, les Anards, les Basques. 20 auteurs entament ici la grande parade des règlements de compte. Ces snipers de la plume visent juste et sur tous les tons. Drôle, cocasse, grave, ironique, coléreux. À l'arrivée, on se dit que l'affaire n'est pas soldée, d'autant que l'ogre a fait des petits, beaucoup de petits. Franco la Muerte, donc, c'est un recueil de 20 nouvelles écrites par Patrick Amand, Alain Bellé, Antoine Blossier, Frédéric Bertin-Denis, Didier Dahenenc, Jeanne de Saubry, Pierre Domangès, Patrick Faure, Maurice Gouiran, Gildas Giraudot, Hervé Lecor, Sophie Loubière, Roger Martin, Jacques Mondoloni, Ricardo Montserrat, Chantal Montelier, Max Aubion, Jean-Hugues Opel, Gérard Streff, Maria Torres Celada. Il faut avoir un sacré coffre pour arriver à prendre sa respiration par rapport à ça. Et on a également Jour de colère de Diego Arrabal aux éditions Arcane 17. On va lire la 4e de couve. 2003. Nancy, le commissaire Ney est confronté à l'assassinat de 2 religieuses qui va le conduire jusqu'à Madrid sur les traces d'un suspect et le mêler à la mise à jour d'une affaire sordide qui a duré de 1939 à 1986. Car très rapidement, il devient évident que le mobile du meurtre doit être recherché loin dans le passé des 2 femmes assassinées, au cœur même de leur mission quotidienne. De quels crimes du franquisme ont-elles été complices, voire actrices ? De quelles abjections, j'y arrive, se sont-elles rendues coupables ? Seul ou avec la bénédiction de leur ordre, pour Ney le juge du Breuil, il va falloir exhumer une vérité que tout le monde semble vouloir garder secrète, là où le polar croise l'histoire, dans ce qu'elle a de plus tragique. Pierre Domangès et Diego Arrabal, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir écrit pour les 40 ans de la mort de Franco ? En quoi vous êtes concernés, tous les deux ? Bon, toi, Pierre d'abord. Concerné parce que d'abord que ce soit sur l'écriture ou même par rapport à mon boulot de directeur artistique, je travaille beaucoup sur la mémoire. L'idée de mémoire, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément.
Donc la mémoire, c'est aussi une partie de ce qui nous a construit, c'est aussi une partie de nos enfances. Moi, j'ai grandi à Tarbes, dans un quartier ouvrier, dans les maisons de la compagnie, un quartier qu'on appelait aussi le quartier nègre, qui était juste à côté, quartier nègre, parce que il y avait eu d'abord les tirailleurs sénégalais, puis ensuite les Indo-Chinois, et puis on a eu beaucoup d'immigrants espagnols, de réfugiés espagnols qui se sont installés dans ce coin-là, et ces gens-là ont fait partie de mon enfance, puisque les copains du quartier, c'était des fils de réfugiés. Il y avait des gens qu'on croisait. Je parle souvent de monsieur qu'on voyait passer le matin, qu'on appelait le capitaine. On ne savait pas pourquoi on l'appelait le capitaine. Et puis un jour, nos parents nous ont raconté son histoire, etc. Et c'était quand même quelque chose d'assez fort. Il y a une proximité avec l'Espagne. Alors, El Capitan, c'était qui? C'était un capitaine de l'armée régulière républicaine, quoi, qui était condamné à mort en Espagne d'ailleurs, et qui était réfugié en France. Quelqu'un qui parlait peu de cette guerre-là, mais on savait qui il était, quoi. L'Espagne aussi, c'est un pays, voilà, on est à 2 pas, quoi, de l'Espagne, et il y a eu une culture de la guerre d'Espagne qui était bien évidemment interdite sur le territoire jusqu'à la mort de Franco, mais qu'on a pu découvrir, quoi. Moi, j'écoutais chez moi, on écoutait, même si je ne suis pas d'origine espagnole, mais on écoutait Paco Ibáñez, on lisait, moi j'avais appris j'avais lu des textes de Lorca ou de Celaya, de Machado à l'école. C'est quelque chose qui m'a nourri. Il y avait cet attrait là, quoi. Donc effectivement, cette guerre, cette tragédie, quand il s'agit d'écrire sur la mort de Franco et de réinventer une mort. Parce que l'idée, c'était que Franco est mort dans son lit, c'est perçu comme une injustice. Il fallait le tuer, il fallait inventer une mort, une autre fin. Une autre fin, tout en sachant que c'était pas évident, parce qu'on ne pouvait pas l'assassiner ou le tuer dans un attentat. Enfin, ce qui me concerne, c'était un soldat, Franco, et pour un soldat, un assassinat ou un attentat, c'est une mort honorable. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui soit pas honorable du tout, quoi. Qui soit pas honorable du tout. Voilà. Et alors, Diego, vous, donc, on rappelle que Pierre Domongès, là, que je viens d'interroger à l'instant, donc, est l'auteur de Franco la Muerte. Vous avez écrit Jour de colère. Pourquoi avoir écrit sur Franco? En quoi vous êtes concerné? Concerné tout simplement parce que je suis enfant de réfugiés politiques espagnols. Mon père était capitaine, justement, mais c'était pas le capitaine dont tu parles, mais mon père était capitaine de l'armée régulière espagnole, de l'armée républicaine. Il est réfugié en France. Donc après la guerre Espagne, il est venu en France et après il a fait la résistance comme bon nombre de républicains espagnols. Il a fait la résistance en France. Alors donc je suis concerné parce que, je veux dire, si je suis français, j'allais dire c'est grâce ou à cause de Franco. Donc, parce que je serais né en Espagne si la guerre d'Espagne ne s'était pas passée comme ça et si Franco n'avait pas soulevé une partie des troupes contre le régime de la République espagnole. Alors ça, c'est un des premiers éléments. Un deuxième élément, c'est le fait que dans le franquisme, on connaît beaucoup de choses. On connaît la façon dont il quadrillait la société, on connaît un certain nombre d'éléments de cette dictature. En revanche, ce que l'on connaît moins, c'est d'autres épisodes très sordides. Et d'ailleurs, c'est un épisode assez étrange parce que Pierre et moi, nous avons choisi tout à fait indépendamment, puisque nous étions pas concertés, nous avons choisi la même problématique, lui pour la nouvelle qu'il écrit dans Franco la Muerte, et moi pour Jour de colère, qui est la problématique du fait que le régime franquiste a enlevé des enfants de républicains depuis la fin de la guerre et non seulement jusqu'à la fin du régime, mais ça a perduré jusque dans les années 80, bien le milieu des années 80. Et qu'il y a eu des enlèvements d'enfants qui ont été retirés à leurs parents, à qui on faisait croire que les enfants étaient morts, de façon à pouvoir vaincre encore les vaincus.
La semaine dernière, on parlait avec le général Latane de la façon dont on décrit l'histoire, notamment la guerre d'Indochine. Moi, m'est revenu un mot que rapportait Michel Foucault, le philosophe, qui disait l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et que quand on est vaincu, on s'aligne sur l'histoire des vainqueurs. Et que quand on ne peut pas, eh ben, on se tait. Et là, pour la guerre d'Espagne, l'objectif du franquisme, dans ces enlèvements d'enfants, c'était non seulement d'avoir vaincu les républicains, mais aussi de poursuivre une sorte de vengeance sur la famille, c'est-à-dire d'enlever tout ce qu'ils pouvaient faire. Alors il y avait d'une part la crainte qu'un certain nombre de ces enfants n'aillent rejoindre des maquis. Il y a eu des maquis en Espagne jusqu'au milieu des années 60. Il y a eu de la bagarre en Espagne avec des maquis qui ont résisté au franquisme jusque dans le milieu des années 60. Et maquis dans toute l'Espagne. Alors pas dans toute l'Espagne, il y en a Parce eu qu'on on entendait souvent parler, je me rappelle moi que j'étais gamin du Pays Basque. Oui, alors le Pays Basque, il est emblématique, mis à part que c'était moins des maquis, mais il y a eu des maquis en Aragon, il y a eu des maquis en Castille. Je crois que le dernier maquis qui est tombé dans les années 60, milieu des années 60, c'était en Aragon qu'il a existé. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat, et donc c'était une des façons du franquisme, je dirais, d'empêcher que des forces puissent se lever pour venir le mettre en difficulté. Donc moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était ce pan d'histoire, c'est-à-dire de parler de ce pan d'histoire, de parler de cette ignominie, disons les choses comme elles sont, qui consiste à enlever des enfants à leurs parents et à détruire l'identité de ces enfants. Juste pour la petite histoire, on considère qu'entre 50 et 80 000 enfants ont été enlevés en Espagne sur une population de l'ordre de 30 millions d'habitants, ce qui est énorme. Donc enlever pour être éduqué dans le sens du franquisme Alors, et pouvoir permettre donc de maintenir le pouvoir en place, ou en tout cas les descendants de ceux que Franco aurait choisi, pour garder ce pouvoir en place. C'était à ces fins-là que... Alors, il y avait cet aspect-là, qui rejoint là ce que faisaient par exemple les nazis avec les Lebensborn, c'est-à-dire de produire une race à part. Donc ça, c'est confié à des familles sûres. Mais il y avait un deuxième élément, c'était en même temps je dirais, de les briser, et de briser, du moins de déplaçant les enfants, de les monter contre leur père. Par exemple, tous les enfants n'étaient pas placés dans des familles franquistes. Il y avait un certain nombre d'enfants qui étaient accueillis par des ordres religieux. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, nous avons vécu des moments extrêmement douloureux avec les attentats de Paris, par exemple. Et là, on voit bien apparaître un fascisme de type religieux, mais le cadre politique en Espagne du franquisme, c'était du national-catholicisme, c'est-à-dire c'était un dévoiement total de la pensée religieuse par des groupes de pression religieux, et qui vont, j'allais dire, essayer au maximum d'embrigader. Et on a des témoignages pris par des historiens, puisque ça a été quand même relativement documenté dans les 15 dernières années, tout cet élément-là, par des historiens. On a des témoignages d'enfants qui en voulaient à leurs parents en disant « nos parents, donc des républicains, se sont élevés contre la nation, alors que c'était des républicains, c'est-à-dire que c'était un régime mis en place après des élections, tout à fait légitimement, et que ceux qui s'étaient soulevés, c'était justement ceux qui les ont placés et qui les ont enlevés. Nos parents ont fait du mal à l'Espagne, etc. C'est-à-dire qu'on a monté des enfants contre toute la pensée même de leurs parents, qui était celle de se libérer du joug des grands propriétaires terriens, notamment en Andalousie ou autres, de se libérer des quadrillages à la fois policiers et religieux qu'il y avait dans l'Espagne à partir de la moitié du 19e siècle, avec la restauration des Bourbons, qui a été un moment de grand recul dans une Espagne qui, au début du 19e siècle, était une Espagne relativement, j'allais dire, moderne, avec des idées de type de monarchie constitutionnelle et tout, alors que les Bourbons, quand ils sont réinstaurés sur le trône, vont tout détruire. Voilà. Alors, je rappelle donc qu'on est avec Diego Arrabal, qui a publié aux éditions Arcane 17 Jour de colère.
Avec Pierre Domangès pour Franco la Muerte, publié également donc aux éditions Arcane 17, qu'on parle du 40e anniversaire de la mort de Franco. C'est vrai qu'à Lourdes, on est très proche de la frontière espagnole. Il y a énormément de réfugiés espagnols et de fils de réfugiés espagnols aujourd'hui qui sont ici. Pierre Domangès, dans Franco la Muerte, vous avez donc écrit une nouvelle avec 19 autres romanciers. De quoi parle-t-elle ? Moi, j'ai pris, on a ça en commun aussi avec Diego, j'ai pris l'axe des enfants volés et, pardon, et je suis parti sur l'idée d'un gamin qui finit par douter de sa propre mère, quoi. Il a été placé dans un... De sa propre identité, donc. Ouais, voilà, il doute aussi de sa mère, dans le sens où il a été placé dans une famille de dignitaires proches du régime franquiste. Il n'y a jamais eu de véritable amour maternel entre lui donc, et sa mère, et il finit par douter du fait que sa mère soit sa vraie mère, mais en même temps, il va jusqu'à s'en inventer une qui aurait été une juste, quoi, quelqu'un qui aurait sa vraie mère à qui on l'aurait volé, quoi. Et finalement, il sait pas. Donc ça, il va carrément faire des séances d'hypnose pour essayer de retourner en arrière, pour essayer de retrouver cette enfance-là, pour retrouver le visage de sa vraie mère. Et d'ailleurs, ça commence dans un cimetière où il cherche la tombe de sa vraie mère, en allant se recueillir sur celle dont il considère que c'est une fausse mère. Ça s'appelle le cimetière des deux mères, d'ailleurs, la nouvelle. Et en allant en arrière, en faisant ces séances d'hypnose, il se retrouve dans une scène dans laquelle un vieux monsieur est en train de mourir, et c'est Franco. Et c'est Franco. Alors, on va lire un petit texte, on va lire le début de cette nouvelle. Esteban, je vais compter lentement jusqu'à 5 et vous vous réveillerez. L'homme entama le décompte, puis claqua des doigts. Esteban ouvrit doucement ses paupières et resta quelques secondes, les yeux fixés vers le plafond, garni d'une moulure ancienne. Puis d'une voix encore lointaine, il se mit à raconter toujours le même rêve. Les gens couraient dans cette grande maison. Ils se dirigeaient vers une porte et tentaient de l'ouvrir. Une femme criait en se tenant la tête de ses deux mains. Il me semble la connaître. Le thérapeute quitta le siège installé près du canapé et reprit sa place derrière son bureau. C'est encore cette scène de panique dont vous me parliez déjà lors de notre dernière séance. Y avait-il plus de détails cette fois-ci ? Non, je ne pense pas. C'est déjà si loin. Au contraire, tout semble se brouiller. C'est encore tôt. Les bienfaits de la séance peuvent se révéler bien plus tard. Esteban repartit dans ses pensées encore entravées par l'hypnose. J'ai toujours cru que j'étais un enfant volé. Après tout, ma salope de mère reniflait sans cesse le cul des curés et des cornettes. Ils étaient responsables de ce trafic. Peut-être suis-je vraiment un de ces enfants. Peut-être n'ai-je rien à voir de l'ordre du génital avec Rosalia Suarez. D'entrée, dans cette nouvelle, vous nous projetez dans les doutes qu'a cet enfant, dans cette séance d'hypnose dont il sort, dans les doutes, effectivement, de cet enfant. Est-ce que, on en parle en France au travers de vos romans, est-ce que ça, ces 80 000 enfants, c'est quelque chose dont on parle de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, au travers notamment de la littérature ? On en parle de plus en plus, parce qu'il y a eu les travaux du juge Garzón qui a travaillé là-dessus, et qui d'ailleurs a été très rappelez-nous, entravé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pierre, ce qu'a fait le juge Garzón. Le juge Garzón, il a accepté de défendre des familles qui justement recherchaient des enfants. Il a accepté de travailler auprès des associations qui justement voulaient faire ouvrir les fosses. Il a été dessaisi des dossiers, il a été très entravé, quoi. Et il a été même cassé par la Cour de justice espagnole, oui, effectivement. Voilà. Qui est l'équivalent qui serait l'équivalent du Conseil d'État. Du Conseil d'État chez nous. D'accord. Et pourquoi il a été cassé ? Parce qu'il y a une loi en Espagne qui est une loi de réconciliation qui dit finalement il ne s'est rien passé, tout va bien. On a vécu un drame. Franco avait créé un monument qui s'appelait la vallée de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, en disant voilà, je vais
monument qui a été construit par des républicains, mais quasiment Prisonniers de guerre. des prisonniers de guerre. C'était vraiment de l'esclavage. Il en est mort des dizaines sur le chantier. Et cette Vallée dos Caídos, Franco a dit, on va ouvrir quelques fosses, on va y mettre des républicains, et comme ça, voilà, ce sera le monument pour dire bon, mais c'est fini, tout le monde a versé son sang, passons vers une autre Espagne, quoi. Et c'est vraiment là, ça ressort pas mal, ça ressort ces histoires d'enfants volés, mais aussi de mémoire franquiste avec les dernières élections municipales. Là, il y a eu quelques municipalités dans lesquelles les gens de Podemos ont pris des responsabilités. Il y a beaucoup de mairies où des anciens républicains sont maintenant maires. C'est pas des petites villes, Saragosse, Murcie, Madrid, Barcelone, et on commence à débaptiser des rues qui portaient des noms de fascistes espagnols, et on voit que dans les conseils municipaux, ça se passe pas si bien que ça. L'opposition est contre, donc ça ravive, quoi. Ça ravive. Et cette loi, justement, de réconciliation voulait éviter ce genre de travail de mémoire, quoi. C'est pour ça que c'est très, très, très vif encore. En fait, en Espagne, la loi d'amnistie de 78, la loi d'amnistie de 78 prévoit qu'il n'est pas possible de poursuivre quelque crime que ce soit, même s'ils sont découverts a posteriori. C'est-à-dire que dans la plupart des lois... Même si ce sont des crimes contre l'humanité. Parce qu'en l'occurrence, quand vous parlez de fosse, voilà, c'est des crimes contre l'humanité. C'est aussi de ça dont vous parlez. Hein, pour être clair, pour les préciser, ce sont des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles normalement. Exactement. Il n'y a pas de durée. Donc là, ça veut dire qu'une loi espagnole permet de prescrire des crimes contre l'humanité ? Elle a prescrit les crimes contre l'humanité en arguant du fait qu'on ne pourrait pas poursuivre ces crimes même si on les découvrait a posteriori. Parce que généralement, une loi d'amnistie, elle s'applique à des faits précis. Alors que là, la loi d'amnistie espagnole qui a été votée à l'unanimité, aussi bien par le Parti populaire, qui est le parti de droite qui dirige aujourd'hui l'Espagne, mais aussi par le PSOE, qui est le Parti socialiste espagnol, mais aussi par le Parti communiste espagnol, c'est-à-dire que Izquierda Unida, c'est-à-dire qu'un certain nombre de partis ont voté cela pour essayer de calmer le jeu et d'éviter que ne redémarre la bagarre autour de la guerre civile. Mais la contrepartie, c'est que ça empêche de regarder sous le tapis la poussière qu'on y a mise. Alors, juste pour la petite histoire, des associations d'enfants qui cherchent leurs parents, qui se pensent être des enfants. Alors, que vous dites volés, des associations d'enfants, Nego, aujourd'hui, c'est des adultes. Ah, ce sont des adultes, oui. On parle d'associations d'enfants, mais ce sont des adultes. Ce sont des adultes. Hein. Et quand je parle d'associations d'enfants, c'est des associations d'adultes qui se considèrent comme des enfants volés et qui donc demandent la lumière. Et donc, ils ont, comme l'Espagne refuse d'ouvrir des dossiers là-dessus, des archives, des dossiers, ils se sont donc tournés vers la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné 3 fois l'Espagne à poursuivre ces crimes en les considérant comme des crimes contre l'humanité. Et le résultat ? Et le résultat, c'est que l'Espagne se retranche systématiquement derrière la non-rétroactivité de cette loi d'amnistie pour dire « nous, on ne fait rien et on ne fera rien parce que notre loi, elle ne prévoit pas qu'on puisse poursuivre quelques crimes que ce soit ». Alors, c'est sur ces recommandations et ces condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme que Baltasar Garzón, qui est le juge qui était assez connu en Espagne, qui est assez connu à l'étranger, avait décidé d'ouvrir un certain nombre de dossiers. Et qu'il a été poursuivi par notamment des gens de la phalange qui existent encore, et qu'il a été cassé parce qu'à l'intérieur même de l'appareil d'État et de la haute magistrature espagnole existent encore des anciens franquistes et des réseaux d'extrême droite franquistes qui fonctionnent encore. Alors, une question, et juste un petit rappel pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route. Hein, on est avec Pierre Domangès pour son livre Franco la Muerte, paru aux éditions Arcane 17, et avec Diego Arrabal, donc Jour de colère. On parle, à travers leur livre, du 40e anniversaire de la mort de Franco. Généralement, ce qu'on constate dans les pays, c'est que l'ouverture des archives, c'est
60 ans de toutes les archives. La déclassification, c'est 60 ans après. Est-ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que c'est comme ça que je dois le comprendre ou est-ce que je me trompe, qu'il faut encore attendre 20 ans pour que ces archives puissent être ouvertes, que les historiens ou que les romanciers comme vous pourront y avoir accès? Vas-y. Non, vas-y. Pierre de Mangès. Moi, je sais pas. Je pense que ça dépend aussi de volonté politique en Espagne. L'Espagne je crois, politiquement, est en train de changer à l'heure actuelle. On compte beaucoup sur ce qui va se passer au niveau des élections régionales, enfin, des élections qui vont arriver là maintenant. Élections générales, c'est-à-dire les élections de députés. Voilà, l'équivalent législatif chez nous. On compte beaucoup sur ces élections-là, quoi, où on voit monter des mouvements comme Podemos dans lesquels il y a beaucoup de mouvements anti-franquistes. Il y a des gens d'Esquerra Unida souvent dans ces collectifs. Moi, je pense que ce sera une décision politique qui fera que l'Espagne va essayer d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ses archives. Je crois que sans ça, c'est plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je crois que ça avancera jamais, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un Ça choix veut dire politique. en gros, si je vous comprends bien, que le franquisme n'est pas mort avec la mort de Franco. Pas du tout. Non. Il est toujours fécond. Vous pensez qu'il est toujours fécond, Tout à fait. très vivant aujourd'hui? Absolument. Oui, tout absolument. Toutes les décisions qui sont prises par les nouvelles municipalités de Podemos, par exemple, pour enlever, il y a des villes qui donnent une médaille honorifique à Franco dans beaucoup de villes. Encore aujourd'hui, tout à qui fait, donne oui. une médaille honorifique, mais pourquoi? Sur quel Alors, ils les attribuent pas maintenant, mais ils ont attribué une médaille honorifique à Franco, elle existe, et là, les mairies qui changent sont en train d'enlever, retirer la médaille, comme ils retirent le nom Les des noms des rues, les noms voilà, des ouais. rues, et puis des monuments, ils enlèvent des monuments, et ça se passe pas très bien, quoi. Ça se passe pas très bien parce que, avec les proportionnels, il y a même quand ce sont Izquierda Unida ou Podemos qui sont à la tête des municipalités, il y a des conseillers municipaux d'opposition du Partido Popular et qui s'insurgent contre ça, quoi. Il y a un monument, alors je sais pas si c'est Gandès Et derrière, de quoi ils ont peur? Est-ce que ça veut dire que certains ne veulent pas le faire parce qu'ils ont peur que ce soit leur propre histoire familiale qu'on l'on découvre, que leur père n'ait pas été républicain? Parce que c'est vrai que quand on dit « Ah ben voilà, je suis fils de républicain », je vais le dire un peu trivialement, quelque part ça fait bien, etc. On voit jamais personne dire « Ah ben moi, je suis fils ou petit-fils de soldats franquistes ». Parce que là, je pense que ça jetterait un... L'Espagne, je sais pas. C'est clair qu'à un moment donné, ça a été, je veux dire, au moment de la mort de Franco, dans la période de la transition démocratique, dans les années 80, c'est clair que les franquistes tenaient plus le haut du pavé. Mais il y a quand même depuis maintenant une bonne vingtaine d'années un retour en force de mouvements proches de la Phalange, qui n'a jamais été dissoute. Hein. Ce que vous appelez la Phalange. La Phalange, c'était une des parties si vous voulez, c'est un des fondateurs, un des mouvements fondateurs du Movimiento Nacional, qui était le parti politique de Franco. Et alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette forme-là, mais la Phalange est en fait mise en place dans les années 24-25 par un dictateur. Il y a une dictature en Espagne avant Franco, c'était celle de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, qui met en place une dictature, et son fils va lui construire une structure à la fois paramilitaire et en même temps politique qui va être la Phalange. Et Franco, lui, à un moment donné, va s'appuyer sur la Phalange, sur le plan, j'allais dire, civil, et sur une partie de l'armée, sur le plan militaire, pour déclencher l'insurrection qui déclenche la guerre d'Espagne en juillet 1936. Et ensuite, lorsque Franco va avoir réussi son coup d'État, il va avoir réduit la République et détruit la République espagnole, il va constituer autour de ça un mouvement politique qui s'appelle le Movimiento Nacional, le mouvement national, qui est en fait un mouvement politique composite, avec des fractions à l'intérieur, etc. Bon, je ne vais pas le développer, mais on va voir cet élément-là, qui va être la structure politique
et en même temps syndical, puisque les syndicats en Espagne étaient des syndicats verticaux, et qu'en face de ces syndicats verticaux existaient des syndicats clandestins, qui étaient las Comisiones Obreras et la CGT, Confédération Générale des Travailleurs, et puis la CNT, Confédération Nationale des Travailleurs, qui eux étaient plutôt d'obédience anarchiste. Donc ces syndicats-là ont continué dans la clandestinité. Ces trois groupes-là ont continué dans la clandestinité. Face aux syndicats verticaux, c'était la même structure qu'il y avait en France durant la période de l'occupation avec Pétain, dans lesquels les syndicats étaient des structures, j'allais dire, d'intermédiaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de corps intermédiaire, c'était pas des éléments de représentativité des ouvriers, mais c'était un élément de courroie de transmission, un peu comme dans les pays de l'Est. Oui. Et alors, Diego Arrabal, donc Jour de colère, et Pierre Domangès, donc Franco la Muerte, pourquoi vous avez décidé d'écrire tous les deux sur ces enfants, à un moment donné, qui sont... vous êtes concerné vous-même, Qu'est-ce qui a été le moteur? Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la dernière question. Il y a aussi 2 éléments de réponse de plus, c'est que le régime franquiste a été soutenu, alimenté, nourri par des grandes banques, par des grandes industries qui sont carrément des groupes de dynasties industrielles et qui sont aussi encore très présents en Espagne. Tout un pan de l'économie tient avec ces banques-là qui ont participé au franquisme. Et qui n'ont pas envie qu'on s'intéresse. Et qui n'ont pas envie qu'on s'intéresse. Et puis, puisqu'on parle des enfants volés, on considère que des derniers cas d'enfants volés remontent à 85, c'est pas vieux, quoi. En 1985. 1985. Oui. Mais pourtant, Franco est mort. Alors voilà, c'est là où c'est paradoxal. La première partie de ce vol d'enfants volés était une partie politique. Oui, voilà. Tout à fait. On voulait rééduquer. Voilà. La seconde partie, c'était uniquement économique. C'était économique avec des réseaux mafieux. Alors, bien sûr, l'Église est très présente, mais c'était les réseaux mafieux dans lesquels, des franquistes, économiquement, participaient. Alors, économiquement, ils vous les en faisaient quoi, des enfants? C'est-à-dire c'était un trafic d'enfants. C'était un trafic d'enfants. Un trafic d'enfants. Voilà. Là, c'était plus pour des raisons politiques, parce qu'ils avaient le gène du communisme ou autre chose. Voilà. C'était ça qu'on disait au départ. C'était, il faut les rééduquer parce qu'ils ont une maladie. Être rouge, c'est être malade. Voilà. Il y a eu toute une théorie idéologique autour de ça, de Vallejo Nájera, qui est un psychiatre espagnol, qui a construit toute une théorie sur le gène et sur le gène du marxisme, quoi. Et c'est ça qui a été pour vous, qui vous a donné envie à tous les deux, donc d'écrire ces 2 livres. Je rappelle les titres, Diego Arrabal, Le Jour de colère, et Franco la Muerte, donc de Pierre Domangès. Tous les deux, vous êtes d'origine espagnole? Non, moi. Pierre, je pensais que Pierre, vous l'étiez. Domangès me disait... Non, même pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette histoire-là? Pourquoi pas au génocide arménien? Pourquoi spécifiquement à ça? Moi, j'ai vraiment une proximité artistique avec l'Espagne. Moi. Je suis un enfant du rock, du punk rock. Le punk rock a été un mouvement qui en France, avec le do it yourself, c'est-à-dire fais les choses par toi-même, a révolutionné la musique. Ce mouvement c'était un mouvement dans les années 70, 77, 78, qui se vivait surtout à Londres, et il est arrivé en Espagne 2 ou 3 ans après. C'est ce qu'on a appelé la movida en Espagne. Et si j'ai pas pu vivre trop souvent ce mouvement là-bas, à Londres, je l'ai bien vécu à Barcelone, bien vécu à Madrid, etc., où j'étais quasiment tout le temps là pour la musique, où j'ai joué beaucoup en Espagne avec des groupes espagnols, et j'ai vu comment la culture espagnole essayait de se réapproprier tout ce qui leur avait été confisqué. Tout ce qui avait été confisqué, l'obsession d'aller rechercher la peinture, la littérature, etc. D'où Franco, effectivement, la Muerte. Je vois l'heure qui tourne, voilà, on me fait signe en régie effectivement que nous arrivons au bout de cette émission. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup, Pierre Domangès et Diego Arrabal, d'être venus. On pourrait continuer très longtemps à en parler. Je rappelle les titres de vos livres: Franco la Muerte, donc Pierre Domangès aux éditions Arcane 17, Diego Arrabal, Jour de colère, toujours aux éditions Arcane 17, avec en toile de fond ces enfants en Espagne qui ont été enlevés, arrachés à leur famille, pour être rééduqués ailleurs, parce qu'effectivement, on considérait qu'ils avaient ce virus. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Je pense qu'on pourra en reparler. On a fait cette émission spécifique, Philippe, on le redit,
par rapport aux 40 ans de la mort de Franco. Mais vraiment, merci à tous les deux d'être venus, de nous avoir apporté vos éclairages. Parce que moi, à titre personnel, je ne suis pas d'origine espagnole, je ne connaissais pas du tout ces histoires. Je ne savais même pas que le dernier enfant avait été enlevé en 1985. Voilà. Merci d'avoir été présent. Philippe. Merci Philippe. Eh bien, merci, oui, effectivement, Merci à vous. d'être venu jusqu'à nos studios. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Merci. Au revoir.